Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très grosse semaine de foot, très belle semaine de foot, j'ai envie de dire. Victoire 4-1 face au Bayern Munich, victoire 4-0 face au Real Madrid au Bernabéu hier. Une très bonne semaine, on est très contents les frères. Ce qui se passe là, ce sont des moments historiques, ce sont des moments très joyeux pour nous. Et dernièrement, on n'a pas connu ça, donc on doit en profiter au maximum. Et comme je vous l'ai promis hier, aujourd'hui on va faire une vidéo concernant les enseignements à tirer de ces deux matchs-là. Après la victoire contre le Bayern Munich, je n'ai pas voulu faire de vidéo enseignement et j'attendais le Classico. Heureusement, ça s'est bien passé, donc on pourra tirer les enseignements bien comme il faut de cette série de victoires contre deux cadors, parce que c'est les deux cadors qu'on attendait un petit peu pour valider un peu le début de saison du FC Barcelone. Donc dans cette vidéo-là, on va parler des 8 enseignements. Oui, aujourd'hui, il n'y en aura pas 5, il y en aura 8 à retenir de cette semaine de fou furieux et de ces deux victoires de prestige contre deux adversaires vraiment très forts. On commence donc tout de suite par le premier enseignement à tirer de cette semaine, qui est tout simplement le respect. Le respect, pourquoi? Parce que je pense qu'on le sait tous ici, surtout nous en tant que fans du Barça. Le Barça a perdu quand même un peu de respect, un peu d'estime, surtout sur la scène européenne cette dernière saison. Avec tout ce qui se passait et tout, on était un peu vu comme le club que tout le monde peut battre, tout le monde peut humilier et tout. Même l'année passée, hein, jusqu'au carton rouge d'Araujo et tout, ça a toujours été le cas. Et vous savez, le jeudi soir, je crois, je regardais l'émission Les Grandes Bouches qui passe à Canal+, parce que j'aime bien cette émission, j'aime bien la regarder et tout. Et il y avait un thème qui concernait le Classico et la question c'était que est-ce que le Barça est vraiment favori? Alors certes, je ne dis pas que les consultants doivent tous se mouiller, doivent dire que le Barça est favori. D'ailleurs, un Classico c'est toujours censé être 50-50. C'est pas ce que je dis, je ne dis pas qu'ils vont dire que le Barça doit gagner 4-0 et tout. Mais quand on voit la manière dont ils étaient en train de minimiser le Barça, je parle surtout là de Serge Akakpo et de Nabil Djellit. Franchement, c'était très indécent. Et avec ce qui s'est passé hier, je pense qu'ils en auront pour leur gueule. Ils en auront pour ce qu'ils ont dit ce jour-là. Et voilà, parce que moi, je sens quand même qu'il y a ce manque de respect-là. Tu peux pas te payer pour venir dans un plateau, devoir débattre objectivement et commencer à raconter des dingueries pareilles. Surtout c'est Jacques pour ce sujet-là, parce que c'est quand même un consultant que j'aime bien écouter. Mais ce qu'il a dit concernant le Barça, moi, ça m'a quand même assez surpris, et il commence à remonter dans des trucs que le Barça gagnait les classiques avant, juste parce qu'il y avait Messi et tout, des trucs de fou, comme si Messi n'était pas un joueur de l'équipe en fait. Si vous retrouvez la séquence, vous comprendrez bien de quoi je parle. Et après, il dit aussi que derrière, que le Real Madrid marche sur le Barça depuis plusieurs années, alors que il n'y a que la saison dernière en fait que le Barça n'a pas gagné le Classico. Il y a 2 ans, le Barça a gagné le Classico 2-1 au Camp Nou pour gagner la Liga. Après, il y a eu cette victoire aussi en Super Coupe d'Espagne. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il bosse sur quoi avant de venir en plateau pour dire des trucs comme ça. Mais je pense que c'est parce que le Barça également a perdu de son aura, a perdu de sa dignité sur la scène européenne, qui fait que tout le monde peut dire maintenant des trucs comme ça sur le Barça, parce que quand tu étais à ta période d'hégémonie sur le football européen et espagnol, il n'y avait pas grand monde qui pouvait tenir des propos pareils. Donc moi je pense que ces victoires de prestige là, avec la manière surtout contre le Real Madrid et contre le Bayern Munich qui a été longtemps ton bourreau, et le Real Madrid qui reste ton concurrent premier en Liga, je pense que ça va donner du respect au Barça, ça va donner du crédit également à tout ce qu'on est en train de faire depuis le début de saison, parce que c'était les moments les plus attendus. S'il suffisait que tu fasses des faux pas sur cette semaine-là pour qu'on décrédibilise un peu ce qui se passe quand même depuis le début de saison, parce que c'est les grands tests qui sont censés valider un peu tout ce qui est fait. Donc je pense que le Barça va regagner ce respect. Même vous qui êtes en train de m'écouter, quand vous allez sortir dans vos rues, porter le maillot du Barça, vous allez ressentir quand même une certaine fierté. Vous allez pouvoir lever la tête, ce qui était quand même difficile à faire ces dernières années. On passe au deuxième enseignement à tirer de ce match-là, qui est tout simplement Super Peña. Super Peña, pourquoi? Parce que Iñaki Peña, oui, disons-le, il a fait un très gros match hier, que ce soit pour empêcher l'ouverture du score du Real Madrid et également pour empêcher
une possible remontada parce qu'à 2-0, quand Lewandowski ratait ses occasions, il a sauvé pas mal d'occasions et en première mi-temps également, il a fait un arrêt monstrueux, même si de base c'était hors-jeu. Et ça, c'est ça qui est intéressant en fait. Quand il y a hors-jeu comme ça, il faut laisser jouer les occasions pour qu'elle aille au bout parce que ce genre d'occasion-là, même si finalement c'est hors-jeu, ça te donne quand même une confiance. Tu te dis, moi je peux faire un tel arrêt. Je parle de l'arrêt qu'il a fait sur Bellingham, je crois, quand Mbappé le sait dans la surface et tout. Donc franchement, Iñaki Peña, je ne sais pas si c'est le réveil absolu. On va attendre, on va voir les prochains matchs et tout. Mais là, il a fait une très très grande performance. Et lui aussi, il a participé activement à cette victoire 4-0 contre le Real Madrid. La preuve, à la fin du match, tous les joueurs du Barça sont allés le voir. Tous étaient contents pour aller le remercier et tout. Et ça, c'est très très bien pour lui. Et je me disais hier, dans le début, je me questionnais de savoir si est-ce que finalement Flick n'a pas eu raison de le laisser un peu. En tout cas, là, ce n'est qu'un début. On ne va pas s'enflammer concernant Iñaki Peña. Mais je pense que ça peut être le début de quelque chose parce que quand tu es en manque de confiance et tout et que tu fais une prestation comme ça à l'extérieur au Bernabéu pour un classico, ça ne peut que te donner un boost énorme pour la suite de la saison. Donc j'espère que on pourra capitaliser sur cette confiance-là qu'il a engrangée. On passe maintenant au troisième enseignement de cette vidéo qui est tout simplement le Genjutsu. Qu'est-ce que j'appelle le Genjutsu? S'il y a des fans de Naruto ici, vous comprendrez de quoi je parle. C'est tout simplement une technique d'illusion. Et je veux parler du piège du hors-jeu du Barça qui a dérangé et le Bayern Munich et le Real Madrid. Alors avant les deux confrontations, on avait quand même un peu peur et je ne vous cache pas que même si demain on doit rejouer le Real Madrid, j'aurais quand même peur pour ce truc-là du hors-jeu. Mais le truc c'est que quand un truc comme ça est fait et que c'est fait de ton côté, tu as plus peur, mais tu ne réfléchis pas en fonction de ce que ça peut créer chez l'adversaire. Parce que je crois que Mbappé finit le match en étant signalé 8 fois au jeu, je crois. Pour un joueur de sa carrure, de sa trempe et tout, finir 8 fois au jeu, se prendre 8 fois au piège du hors-jeu, c'est quand même très très fort et ça montre que tactiquement, tous les joueurs du Barça sont très très bien alignés sur ce fonctionnement-là et ça perturbe un peu le Real Madrid. J'avais super peur en fait pour ce truc, mais du moment où ça passe, du moment où ça marche, je pense que ça reste quand même une idée de génie de Hansi Flick. Certes, à un moment donné, ça va peut-être passer, tu vas peut-être encaisser et tout, mais je me dis que le meilleur truc à faire concernant, quand tu as ce bloc-là, c'est de marquer en fait. C'est de marquer, de ne pas laisser l'adversaire respirer parce que quand on prend le match contre le Bayern Munich, par exemple, en première mi-temps, les 20 premières minutes où on souffre un peu, on utilisait ce pied du hors-jeu là, mais c'était devenu trop compliqué parce que le Barça n'avait pas la maîtrise, le Barça ne dominait pas du tout. Donc, ce pied du hors-jeu là doit être corrélé à une certaine maîtrise dans le jeu et tout pour pouvoir compenser un peu. Et hier, ça a été le cas, ça a été assez équilibré. Mais sinon, quand même, ce piège du hors-jeu là, Hansi Flick, c'est un fou, comme je l'ai dit depuis le début de saison. C'est un fou tout simplement. Moi, je pensais qu'il allait s'adapter et tout. Mais quand on y réfléchit aussi, pourquoi on va travailler un piège du hors-jeu comme ça durant toute la saison pour ne pas l'utiliser dans tes plus grands rendez-vous? Ça aurait cassé quelque chose dans l'équipe. Donc, franchement, ça marche, ça passe, on gagne. Donc, c'est le plus important. Il n'y aura rien à dire là-dessus. Et je pense que c'est un truc qui perturbe également beaucoup trop les adversaires. On passe maintenant au prochain enseignement à tirer de ces deux victoires-là, qui est que les places seront chères. Alors quand je dis ça, je parle surtout de deux zones, principalement dans le terrain. Je parle du milieu de terrain qui sera très 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 relevé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On aura des problèmes de riches au milieu de terrain. Et je parle également de la défense. Déjà, on va commencer par le milieu de terrain. Déjà, on va parler de Casado qui a fait une masterclass contre le Bayern Munich au milieu du terrain. Il a été incroyable. Et ce qui est bien avec lui, c'est que balle au pied ou sans ballon, il est très très fort. Sur le but de Rafinha contre le Bayern Munich, c'est lui qui fait ce changement de jeu là pour déstabiliser toute la défense munichoise. Et sur le but d'hier, lors du Classico, le premier but qui débloque le match, c'est lui qui fait cette passe entre les lignes là, pour casser plusieurs lignes et pour permettre au Barça également de ouvrir le score. Donc Casado, il est très très important dans ce jeu du FC Barcelone là, au milieu pour oxygéner, pour récupérer des ballons, pour dédouaner Pedri un peu des tâches défensives, même si Pedri aussi court beaucoup. Attention, je ne dis pas qu'il ne le fait pas, mais Casado apporte beaucoup trop de choses, balle au pied, sans ballon, et il s'est installé, je pense, confortablement dans ce 11 là, 7, je dis confortablement, mais il va falloir prouver
toujours pour être titulaire, mais là, il est parti pour faire une très très grande saison. Et là, bon courage aux remplaçants pour aller le dégoter de cette place de titulaire là, parce que, comme je l'ai dit, dans l'équipe, il y a plusieurs postes. Dani Olmo qui est là, lui qui ne fait que des top performances. C'est un joueur qui est monstrueux. Hier, je l'ai dit dans le débrief, c'est un joueur total, c'est un joueur complet, c'est un joueur qui fait peur. Je pense si j'avais un joueur comme ça en face de moi, j'aurais quand même assez peur parce qu'il est capable de tout faire, il est capable d'éliminer, il est capable de combiner, il est capable de tuer des blocs, il est capable de finir, il est capable de tout en fait. Il est capable de tout. D'un côté, tu as Fermin Lopez qui a fait une top performance contre le Bayern Munich qui revient d'une longue blessure, mais pourtant qui a fait deux passes D, qui a apporté de la projection, du jeu vers l'avant et tout. Hier, tu as Frenkie de Jong également qui rentre en jeu, qui change le match contre le Real Madrid, qui fait une très bonne performance. Gavi, tu as Gavi qui vient de revenir de blessure, qui petit à petit va monter. Tu as Eric Garcia, parce qu'on l'oublie aussi, Eric Garcia qui actuellement est blessé, qui n'a pas joué, et le match contre le Bayern, et le match contre le Real Madrid qui va revenir bientôt, et qui va peut-être reprendre une place dans ce milieu de terrain là. Donc tu as plein d'options en fait dans ce milieu là, et c'est pour ça que je dis les places seront chères, parce que si Gavi et Frenkie de Jong qui reviennent de blessure pensent qu'ils auront leur place de titulaire pépère, je pense pas que ça se passe comme ça en fait. Il va falloir prouver, il va falloir gagner, parce que là, avec ce que Casado montre, Pedri depuis le début de saison, Dani Olmo, tout le milieu de terrain est en train de montrer, pour aller chercher une place de titulaire devant tous ces gars-là, ça va être très compliqué. Et pareil également pour la défense, parce que je disais qu'il y avait la défense aussi, que ce soit Inigo Martinez et Pau Kubasi. Si jamais Araujo et Christensen reviennent et qu'ils ne sont pas à un très bon niveau également, je pense que dans les grands matchs, Inigo et Kubasi seront préférés à eux, parce que les deux montrent une complémentarité qui est terrible. Alors certes, je ne dis pas que Araujo et Christensen ne sont pas bons. Ce que je dis juste, c'est que s'ils doivent regagner leur place de titulaire, surtout dans les grandes rencontres, il va falloir être au niveau de ce que montre cette charnière actuelle là, qui est Inigo et Pau Kubasi, qui peut-être peut manquer de vitesse de temps en temps, mais dans la cohérence, dans l'alignement, dans la discipline tactique, tu sens qu'ils sont vraiment là. Surtout Inigo Martinez qui est en train de faire un début de saison tout simplement monstrueux. Hier, sur le but de Rafinha, c'est lui qui fait encore cette passe décisive là, avec un long ballon, vision du jeu, qualité de passe pour s'appliquer, envoyer le ballon, qualité de défense également, qualité de pouvoir se placer et tout. Donc franchement, que ce soit la défense, que ce soit le milieu, pour aller chercher des places de titulaires là-bas, il va falloir se réveiller très tôt, parce que ça va être très compliqué d'arracher la place des titulaires actuels tout simplement. On passe maintenant au cinquième enseignement tiré de cette série de matchs là, de cette semaine de fou, qui est le boost mental de fou pour le reste de la saison, parce que là, comme je l'ai dit, c'était les matchs les plus attendus pour voir un peu ce que ce Barça de Flick pouvait faire dans les grands rendez-vous. Là, on en a la preuve. Tu as marqué 8 buts, mine de rien. Cette semaine-là, on a affronté 2 cadeaux européens. Tu marques 8 buts. Et là, je pense que ça va booster mentalement toute l'équipe pour le reste de la saison, parce que tu seras beaucoup en confiance. Tu viens de battre le Bayern, tu viens de battre le Real Madrid. Lorsque tu vas rencontrer d'autres équipes, après tu pourras surfer sur cette vibe-là. Le groupe vit bien, le groupe est très bien soudé. On le voit dans les photos, dans les posts et tous les commentaires de l'un et de l'autre et tout. Donc tout ça avec maintenant la victoire et surtout avec la manière, parce que là on ne parle pas d'avoir battu le Bayern 1-0 et le Real Madrid 2-1 à l'arraché à la fin du match et tout. Non, on parle de 2 fessées infligées au Bayern Munich, 4-1, 4-0 au Real Madrid aussi. Donc tu vas pouvoir surfer sur cette vague là de fou. Déjà là, ça te donne un avantage au classement. Tu as 6 points d'avance sur le Real Madrid actuellement, et tu pourras surfer sur cette vague là, comme je l'ai dit, pour pouvoir aller chercher maintenant des titres. 7, je ne dis pas que le Barça va gagner la Ligue des Champions, va gagner toutes les compétitions. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il faut quand même avouer qu'avec ces 2 victoires de prestige là, tu as quand même pris une très bonne option sur la Liga si tu ne fais pas n'importe quoi derrière. Et après, pour le reste des compétitions, pour le reste des adversaires que tu vas affronter, ça te lance, ça te met dans une dynamique qui est totalement énorme en fait. Et tu pourras peut-être enchaîner, parce que je pense qu'on va affronter l'Espagnol Barcelone après. Et après, il y a un match de Ligue des Champions contre Brest, bref et tout. Pour tous ces matchs-là, tu engranges une confiance qui est maximale en fait. Qui est maximale tout simplement. On passe au 6e enseignement à retenir de cette victoire-là, qui est tout simplement Hansi Flick, qui est le dénominateur commun de ces 2 victoires. Parce que
lui, c'est la meilleure recrue de notre mercato. Certes, on dit qu'on n'a pas eu de mercato et tout, mais Hansi Flick, c'est la meilleure recrue de notre mercato. Et c'est là que tu vois que, en fait, l'effectif qu'on a n'était pas si mauvais en soi. Parce que quand tu fais le comparatif sans vouloir commencer à rentrer dans la comparaison, Hansi Flick, Xavi, bien sûr, mais quand tu regardes ce qu'on avait l'année passée avec du Gundogan, du Joao Félix, du Joao Cancelo, tous qui sont partis, qui ont quitté cet effectif-là, donc qui le rendent moins qualitatif, et que tu vois que c'est juste Daniel Olmo qui est venu, des jeunes qui sont montés et tout, tu sens quand même une très 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 grande différence entre ce que cette équipe-là est capable de produire et ce que l'équipe-là produisait l'année passée. Tu sens que l'équipe n'avait jamais eu réussi à atteindre son pic de forme. Cette année, on le voit, on voit toute la différence entre ces deux équipes-là qui semblent totalement métamorphosées, parce que si aujourd'hui on prend l'équipe du Barça de l'année passée et qu'on cache le visage de tous les joueurs et qu'on fait pareil avec le Barça de cette année, si on vous dit que c'est la même équipe qui joue comme ça, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui vont le croire, parce qu'il y a plein de changements qui se sont effectués. Les joueurs sont beaucoup plus mobiles sur le terrain, ils sont moins dans cette rigidité-là de rester à un poste donné et tout. Cette Xavi a posé de bonnes bases, et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que Flick est en train de capitaliser sur le travail de Xavi, mais en apportant sa touche. Et ce n'est pas que Hansi Flick, il y a son staff aussi qui est venu pour régler le problème physique des joueurs qui n'arrivaient pas à répéter les efforts à très haute intensité. Parce que l'année passée, tu perds les deux classicos, mais c'est à la fin, tu es cuit physiquement, que ce soit à l'aller ou au retour. Donc il y a ce problème-là qui a été réglé. Et tactiquement, Flick a insufflé quelque chose de nouveau. Flick a fait confiance à ses joueurs. Flick a apporté une nouvelle philosophie de jeu qui n'est plus uniquement basée sur le jeu de possession, mais également le jeu de contre, les attaques placées, et également les transitions très très rapides, parce qu'il y a aussi, on marque des buts comme ça en fait. On marque pas seulement des buts que sur du Roga Bonito, jeu en triangle et tout, non. Dès qu'il y a une possibilité à exploiter dans la profondeur, on lance quelqu'un et en même temps, on envoie le ballon en retrait et ça vient dans la surface. Donc en 2 ou 3 passes, on est capable de faire très très mal. Et ça aussi, c'est une nouvelle facette, c'est une nouvelle dimension qu'a apporté Hansi Flick à ce jeu du Barça là, qui n'est plus seulement la tête dans les guidons, dans ses principes, dans ses valeurs, parce que le Barça, ses principes, ça on ne refuse pas, mais c'est quand même bien ce côté allemand qui est rajouté au jeu avec un pressing très très condensé, même si ça c'était déjà un principe de base du FC Barcelone, mais avec également ce jeu en transition très 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 rapide. Donc franchement, Hansi Flick, pour ce qu'il est en train de faire là, pour sa première saison au Barça, parce que ça fait 3 ou 4 mois qu'il est là, Classico 4-0, Bayern Munich 4-1, derrière les scores qui sont là, j'en parle même pas. Franchement, c'est du très 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 bon boulot et on peut que le féliciter pour ça tout simplement. On passe au 7e enseignement à retenir de cette semaine de fou, qui est tout simplement le trio Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal, qui également a fait une très bonne semaine, a fait un plein de confiance totale, et ça sera très important pour la suite parce que offensivement c'est un trio clé. Factuellement ils n'ont pas trop de remplaçants, en tout cas de qualité sur le banc, parce qu'Ansu Fati en soi c'est pas un remplaçant de qualité pour le moment. En tout cas, Ferran Torres, il est blessé actuellement, mais bon, c'est pas celui qui va te changer ta saison. Pau Vitor également, bon, il est pas mal, mais c'est un jeune joueur, il va progresser et tout. Donc, tu as ces 3 joueurs-là qui sont là et qui sont en train de surperformer pour le moment. Et ça, c'est très important également pour la suite. Déjà, Rafinha, il fait une très bonne semaine, triplé contre le Bayern, un but contre le Real Madrid avec un beau lob en plus. Et franchement, tu sens qu'il est en confiance, tu sens qu'il est là, tu sens que peu importe ce qui se passe, il va donner sa vie sur le terrain en fait. Parce que lui, même quand il n'est pas bon balle au pied, c'est ça l'avantage qu'il a. Même quand il n'est pas bon balle au pied, même sans ballon, il va te montrer qu'il est là en fait. Et Flick disait quelque chose de très très important lors de la conférence de presse, je pense après le match contre le Bayern Munich cette semaine, où il disait qu'il n'a jamais eu un joueur comme Rafinha. Rendez-vous compte de la folie. Pour un entraîneur qui a eu Lewandowski Prime, qui a eu Coman, qui a eu Gnabry, qui a eu Leroy Sané, qui a eu Alphonso Davies, qui a eu tous ces joueurs-là. En Allemagne, il doit en avoir eu plein également, les Musiala et tout. Dit qu'il n'a jamais eu un joueur comme Rafinha. Ça montre quand même que Rafinha, c'est plus que ce qu'on voit balle au pied et tout. Et c'est ça l'importance de Rafinha, déjà avec le brassard qui lui donne également encore
un truc beaucoup plus symbolique, mais même quand il ne l'a pas, il est toujours le même Rafinha, il est toujours dans la constance. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a un côté assez clinique qui ne manquait pas un moment avant. Quand tu le lances en profondeur, ses contrôles sont toujours parfaits. C'est pas lui qui va ralentir l'occasion ou bien qui va perdre son coup d'avance sur les défenseurs et tout, parce que les buts qu'il met contre le Bayern là, à chaque fois c'était des contrôles qui étaient très bien faits, qui lui permettaient d'emmener le ballon très rapidement et de pouvoir finir. Donc lui, il a fait une très très bonne semaine. Concernant Lewandowski également, il marque 3 buts sur la semaine, un but contre le Bayern Munich qui a été très important parce que c'était le but du 2-1. Hier, il marque un doublé, il marque le point but qui permet de débloquer le match. Il marque tout de suite après le deuxième but qui permet également de donner un avantage supplémentaire au Barça. Donc lui aussi, il fait une très bonne semaine, même si il aurait pu marquer un triplé ou un quadruplé hier. Mais bon, il n'a pas voulu, il a raté ses occasions. Mais là, lui aussi, c'est un boost de confiance maximal. Je pense qu'il en est à quoi? 14 buts non, en 11 matchs de Liga. Je ne sais plus trop, il va falloir vérifier la stat. Mais là, il est en train de marquer beaucoup trop de buts scientifiques. Et ça, c'est très, très important. Et surtout que cette semaine, il vient de passer également un cap, je crois, dans les grands rendez-vous surtout. Parce qu'il nous avait déjà habitués à marquer beaucoup de buts contre des équipes très bonnes en Liga ou vraiment moyennes. Mais dans les grands rendez-vous comme ça, surtout contre le Real Madrid, je pense qu'il n'avait pas encore marqué dans un Classico en Liga. Il avait marqué en Supercoupe, mais pas en Liga. Et là, un doublé comme ça au Bernabeu, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien, en plus de son but contre le Bayern Munich. Et pour finir, Lamine Yamal, qui également a fait une très bonne semaine, même si hier son Classico, ça n'a pas été trop ça, malgré son but et tout. Mais contre le Bayern, il a fait une très bonne performance. Il a su dézonner, il a su gêner toute la défense du Bayern. Il a su jouer sur ses points forts et tout. Donc franchement, il n'y a rien à dire sur son match contre le Bayern Munich. Et hier, contre le Real Madrid, comme je l'ai dit, ça a été un peu plus compliqué. Mais il a marqué un beau but. Et c'est un joueur qui est assez intelligent, qui a passé également un cap, parce qu'il fait passer un sale cadre à un latéral comme Alphonso Davies. C'est pas donné à tout le monde, qui est puissant, qui est athlétique, qui revient très vite, parce que tu peux éliminer, mais il va revenir très vite et tout. Arriver comme ça à lui mettre la misère pendant tout le match, c'est quand même très très impressionnant. Donc voilà, le trio est très très en forme et on espère que pour la suite de la saison, ça ne sera que bénéfique. Après, concernant ce trio-là, il va falloir savoir quand faire tourner, quand faire reposer qui, dans quel match faire reposer l'un. Est-ce que quand tu mènes au score, tu ne peux pas sortir quelqu'un parce que, comme je l'ai dit, c'est le seul trio en force que tu peux aligner valablement dans un 11. En tout cas, quand tu vas affronter une très grande équipe. Donc, il va falloir les utiliser de manière très très juste en fait, pour ne pas avoir à le regretter. On finit avec le dernier enseignement à retenir de cette semaine de fou qui parle d'un joueur en particulier qui est tout simplement Jules Koundé. Alors je ne sais pas si on se rend compte de la folie, mais depuis quelques mois maintenant, et ça je vais inclure également l'Euro. Je sais que l'Euro il n'a pas disputé avec le Barça, mais je vais inclure l'Euro. Ça fait quelques semaines ou quelques mois maintenant qu'il a eu à affronter Vinicius. Vinicius il a affronté hier Doku, il a affronté lors de l'Euro. Gnabry, il a affronté contre le Bayern Munich. Coman qui est rentré à la place de Gnabry, Doku lors de l'Euro également et Nico Williams en début de saison et déjà lors de l'Euro. Mais dans toutes ces confrontations-là, tu sens en tout cas qu'il n'a pas été largement dépassé. C'est vrai que de temps en temps, il se fait dribbler et tout, mais globalement quand même, il arrive à contenir ce genre d'élite-là. Et je pense que lui aussi, il a passé un cap parce que déjà la saison dernière, en fin de saison, il surnageait. Là, dans ce début de saison-là, il n'est pas loin d'être l'un des meilleurs joueurs de ce Barça-là. Tout simplement, c'est le joueur d'ailleurs que Hansi Flick utilise le plus. C'est le joueur qui a disputé le plus de minutes. Et ça, c'est pas du tout un hasard. C'est justement à cause de ce qu'il montre sur le terrain. Et là, pouvoir tenir dans la même semaine, Gnabry, Coman et Vinicius, même si, comme je l'ai dit, par moment, il peut subir des dribbles et tout, pouvoir les contenir sur 90 minutes, c'est quand même très très fort. Sachant qu'avant, à chaque Classico, on balançait systématiquement Araujo à droite pour pouvoir contenir Vinicius. Mais là, je pense que Koundé a passé un cap. Koundé est devenu un leader, un patron de cette défense du FC Barcelone là. Et je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte parce que pour un joueur qui de base était défenseur central et qui est trimballé à droite, qui est en train de jouer, peut-être pas contrainte entre guillemets à ce poste-là, est en train de faire quand même une très très grosse saison. Je pense qu'il a commencé à aimer aussi jouer à droite, même si
il le dit, il préfère toujours jouer dans l'axe et tout. Je pense quand même qu'il commence à apprécier le fait de jouer latéral parce qu'en plus de sa capacité défensive, il essaie quand même de monter, de combiner de temps en temps avec Lamine Yamal parce que je pense que lui-même il a constaté que c'est très important pour Lamine Yamal, surtout avec sa qualité balle au pied, d'avoir un latéral comme ça qui le comprend, qui le suit, qui peut rejouer avec lui et tout. Donc franchement, Koundé également, tout simplement, chapeau, merci à lui pour la saison qu'il est en train de faire. Et lui aussi, ça va lui servir de quelque chose pour la suite. Et il va falloir le gérer aussi parce qu'il y a Hétov Ford qui est là. Je pense que lui, de temps en temps, on peut le gérer. Parce que depuis le début de saison, c'est vrai que le calendrier n'a pas été aussi facile que ça, mais on l'a beaucoup trop utilisé. Mais avec cette semaine-là qui s'est très bien passée, par la suite, en fonction des matchs et tout, on pourra peut-être le reposer de temps en temps. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. Une vidéo assez longue, mais il fallait revenir sur les enseignements à tirer de cette série de victoires là contre le Bayern et contre le Real Madrid. J'espère que vous la regarderez jusqu'au bout et vous me donnerez vos avis en commentaire que je lirai. Prenez donc tout soin de vous les amis et à très vite.